Nous entamons aujourd'hui la deuxième partie de la troisième séance. Nous avions la séance dernière vu les boîtes avant N et C. Nous avons vu également les calandres de type E, F, G, H et J. Et aujourd'hui, nous allons voir, toujours dans la classification théma. Je rappelle, la classification théma, ce sont 3 lettres. La première lettre indique le type de boîte avant. La seconde lettre indique le type de calandre. Et la dernière lettre indique le type de boîte arrière. Bien, il nous reste aujourd'hui à voir la calandre de type Cuttle, la calandre K, désignée par lettre K du nom de son inventeur Cuttle, qui est adaptée au rebouilleur que nous reverrons à l'occasion d'autres séances à venir. Bien, donc la première des choses qu'on peut voir pour la calandre de type K, c'est que c'est la seule calandre qui n'est pas symétrique. Elle offre une grande région de désengagement. Alors, par quoi est-elle constituée? D'abord, elle est adaptée aux faisceaux droits, c'est-à-dire des tubes droits, et même à des tubes en U, qui ont la forme de la lettre U. Alors, il y a un volume important au-dessus des tubes. Les tubes sont là, on le verra plus tard. Ils sont là. Donc, il y a un volume qui est assez important qui vient surplomber, qui vient au-dessus des tubes. Le niveau à l'intérieur de la calandre est maintenu par le biais de ce qu'on va appeler un déversoir. Ça veut dire que les tubes vont être là, et pour s'assurer qu'ils sont complètement immergés, complètement à l'intérieur du liquide, on met ce qu'on appelle un déversoir. Le surplus va venir par ici et va ressortir par là. Donc voilà ce qu'on pouvait dire. Vous avez ici une photo et vous voyez la taille imposante de cette calandre K. Et vous avez ici également une schématisation. Donc il y a une entrée, une sortie de la vapeur, une entrée liquide, une sortie vapeur, et une sortie dans ce qu'on verra plus tard, on verra ça dans un instant. Bien, donc les avantages, c'est un système qui va être adapté pour les changements de phase, un liquide qui se transforme en vapeur, donc on va voir le cas des rebouilleurs quand on étudiera les échangeurs avec changement de phase. Nous avons dit donc qu'il permet de réaliser un équilibre liquide-vapeur tel que la phase vapeur est très riche en constituants volatiles et la phase liquide est très riche en constituants le moins volatiles, celui qui va être évacué par la tubulure dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, par cette tubulure. Je vais expliquer ça en détail dans les prochaines diapositives. Et on verra plus tard également dans les séances à venir une schématisation par PowerPoint. Donc, continuons. Donc, nous avons dit le Cuttle permet de réaliser un équilibre liquide-vapeur où l'alimentation est fractionnée en deux, la phase vapeur très riche en constituants le plus volatile et la phase liquide très riche en constituants le moins volatile. Il y a une région au-dessus des tubes qui va permettre le désengagement de grandes quantités de vapeur, de gros débits de vapeur, sans entraînement de liquide. Sans entraînement de liquide, ça veut dire que lorsque la vapeur va quitter le faisceau de tube, lorsqu'elle va s'évaporer, eh bien, le liquide ne va pas remonter. Donc la vapeur va sortir sans phase liquide, il ne va pas y avoir d'entraînement. Et elle permet de vaporiser 30 à 40% d'une charge et permet de soutirer des phases liquides en équilibre avec les phases gaz. Bien, donc qu'est-ce qu'on peut dire? Lorsque l'alimentation entre, elle va être en contact avec un faisceau de tube dans lequel va circuler un fluide très chaud, elle va subir une évaporation, il va y avoir la phase vapeur qui va sortir et qui va pas entraîner avec elle, qui ne va pas entraîner avec elle la phase liquide. Le liquide en revanche, lui, va s'écouler par cette purge, cette sortie, où il sera purgé, il sera riche en constituants le moins volatiles. Ce système permet des taux de vaporisation qui peuvent atteindre jusqu'à 40%. Voilà ce qu'on pouvait dire jusqu'à présent. On va voir maintenant les inconvénients. Donc voilà, je vous résume ici à chaque fois ce que je dis dans les précédentes diapositives. Donc on a parlé de tout ceci.
On va maintenant voir un peu les inconvénients. D'abord la taille. Il est très encombrant, très gros. Et le prix. Il coûte cher par rapport au cas classique, ce qu'on a vu dans les séances précédentes. Il est utilisé, on va le revoir pas dans les séances qui vont venir là tout de suite, mais dans quelques semaines, dans ce qu'on va appeler les échangeurs avec changement de phase, les rebouilleurs. Et également ce que vous êtes en train de voir ici écrit dans les utilisations. Bien voilà ce qu'on pouvait dire un peu sur le CATL. On va terminer par ceci, par la dernière calandre. Donc nous avons vu toutes ces calandres. La E permettait un seul passage côté calandre. La F, grâce à la chicane, permettait deux passages côté calandre. La G, où l'écoulement était fractionné en deux circuits parallèles. La H, où vous aviez quatre circuits, l'écoulement était fractionné en deux avec quatre circuits en parallèle. Nous avons vu la J qui permettait d'être utilisée quand nous avions de grands débits à traiter. Et on vient de voir aujourd'hui la K. Et enfin, on va voir une dernière calandre. C'est la calandre X. Vous allez voir, celui qui voit comme ça, de prime abord, il va se dire, la X ressemble étrangement à la G. En fait, il n'en est rien. Elle est très très différente. On va voir ça à travers ce qui va arriver là maintenant. Donc voici la calandre X. On nous dit qu'elle permet de réaliser des courants croisés. Alors courant croisé, c'est ça. C'est deux écoulements perpendiculaires. Alors on ne comprend pas trop comment ceci se schématise dans cette calandre X. On va voir ça de plus près. Donc nous avons dit qu'elle permet de réaliser des courants croisés, c'est-à-dire les écoulements forment un angle droit entre eux, perpendiculaire au faisceau. Et il va y avoir disposition de chicanes, ce qu'on appelle des cloisons transversales, qui vont être solidaires du faisceau. Alors quand on dit solidaire, ceci veut dire collé, soudé. Elles forment un même ensemble, on dit solidaire. Bien, alors commençons. Alors d'abord, ça permet d'avoir de très faibles paires de charges. Il y a un pas, c'est-à-dire la distance entre deux chicanes successives, elle est très faible. Entre deux chicanes successives, il y a une distance très faible, on a noté par la lettre B. Les tubes sont bien fixés, ils ne vibrent pas. Et voilà, on va maintenant expliquer un peu tout ceci. Pourquoi l'écoulement est croisé à contre-courant. Et pourquoi on parle de contre-courant au lieu de parler de courant croisé? Donc on y va tout doucement. Donc regardez comment ça se passe. Je vous illustre ici. D'abord, on va commencer par placer ce qu'on a appelé les chicanes ou bien les cloisons transversales. Ensuite, j'expliquerai les parties en rouge. Donc disposons d'abord préalablement les cloisons transversales, les voici. Donc il y en a plusieurs. Ce sont ce qu'on a appelé les cloisons transversales ou les chicanes. Elles sont espacées d'une distance B constante qui est d'autant plus petite qu'il y a de chicanes. Donc plus il y a de chicanes, plus cette distance sera petite. Et vous vous rendez compte qu'il va y avoir, si l'écoulement se fait comme ceci, le faisceau est comme cela, un écoulement croisé. Donc continuons, réexpliquons parce que ce n'est pas encore clair comment se fait l'écoulement. En fait, ce qu'on ne voit pas, c'est ce qui se passe ici. Nous avons l'illusion qu'il y a une seule entrée, mais en fait, il y a plusieurs entrées et plusieurs sorties qui vont être contenues dans ce qu'on va appeler un dôme de distribution et un dôme de collection, un collecteur. Donc le dôme de distribution et un dôme collecteur. Donc comment ça se passe? L'alimentation arrive par ici. Elle arrive par ici. Ensuite, il y a un dôme. Un dôme, c'est une pièce qui vient coiffer votre calandre. Et ici, il va y avoir plusieurs entrées. Plusieurs entrées. Et ensuite, il va y avoir plusieurs sorties qui seront toutes recueillies dans la tubulure de sortie. Alors je m'explique, vous allez voir ça de plus près. Donc regardez, ça c'est la partie que vous ne voyez pas. C'est la partie qui est contenue dans le dôme. Ça, le dôme de distribution. Donc nous, ce qu'on voit dans la classification théma, c'est une seule entrée. Ce que l'on ne voit pas, c'est ce qu'il y a ici dans le dôme. Donc il y a toutes ces entrées, au pluriel avec S, plusieurs entrées. Il y a autant d'entrées que de chicanes. S'il y a 10 chicanes, il va y avoir 10 entrées. Et évidemment, tout ce qui se passe dans la distribution se passe également dans le collecteur ici. Donc je m'explique. Ça entre par la tubulure d'entrée. Ça se répartit à travers toutes ces entrées.
Celui qui va répartir, c'est le dôme de distribution. Ça va s'écouler comme des circuits indépendants perpendiculairement au faisceau. Perpendiculairement au faisceau. Nous avons donc un écoulement croisé. Un écoulement croisé, comme ceci et comme cela. Ça forme un angle droit. Puis, une fois que ça a baigné le faisceau de tube, ça va être récupéré, collecté dans ce qu'on va appeler le dôme de collection. Le dôme collecteur, ici, pour ressortir par la tubulure de sortie. Donc en fait, ça ressemble peut-être à la calandre de type G, mais ce que l'on ne voit pas, c'était ça. Les tubulures d'entrée qui étaient contenues dans le dôme de distribution et celles de sortie qui, elles, faisaient partie du dôme collecteur. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Puisqu'il y a plusieurs entrées, il va y avoir une très faible perte de charge. Et B, la distance entre deux chicanes est faible. La distance entre deux chicanes successives, elle est très faible. Nous avons donc, plus il y a de chicanes, plus il va y avoir un écoulement perpendiculaire. Nous avons donc un écoulement transversal presque parfait. Les tubes sont horizontaux, l'écoulement est vertical. Nous avons donc un écoulement transversal vertical presque parfait. Ça nous permet de nous rapprocher du contre-courant. Le contre-courant, vous le savez, on l'a déjà dit dans les séances précédentes et l'année dernière, c'est le meilleur échange de chaleur, la meilleure disposition. Il ne faut pas travailler à courant parallèle, à cocourant. Bien, pour ce qui est des inconvénients, vous l'avez compris, le dôme de distribution et collecteur coûtent très cher et sont difficiles à élaborer. Ça permet d'être utilisé quand vous avez besoin de faible pression, côté calandre. Voilà ce qu'on pouvait dire. Donc, vous l'avez vu, le principe de fonctionnement de cette dernière calandre, qu'on appelle la calandre X, qu'elle permet d'avoir des écoulements croisés. Et voilà. Nous allons maintenant terminer cette séance par aller observer ce qui se passe du côté de la boîte arrière. Nous avons vu jusqu'à présent les boîtes A, B et la séance précédente, la C et la N. Il nous reste à voir le reste, c'est-à-dire les boîtes arrière. Mais je vous avais déjà prévenu que la L, la M et la N sont similaires à celles qu'on avait vues en début de semestre. Je m'explique. On avait vu la boîte A, avant A, qui était similaire, elle est la même que la L. Simplement, parfois, on a dit il n'y a pas la cloison de séparation de passe, donc il n'y a pas cette tubulure de sortie. Tout dépend de votre mode de circulation à l'intérieur des tubes. La boîte bombée B était équivalente avant, équivalente à la M. Et nous avons vu la séance précédente, la 3.1, la boîte C qui était équivalente à la boîte N. Alors, résumons. Voici la boîte avant A. Je rappelle, fond plat, elle n'est pas adaptable aux grandes pressions côté tube. La boîte est boulonnée à la calandre et la plaque tubulaire est prise entre les deux brides. La L, c'est exactement la même. Vous le voyez, c'est exactement la même. Ici, il n'y a pas de cloison de séparation de passe parce que ça vient ici, et ça se retourne et ça repart ici. Par contre, ce que vous devez observer attentivement, c'est ceci. La plaque tubulaire, elle est soudée à la calandre. Passons maintenant à la B et son équivalent, c'est-à-dire la M. Vous le voyez, comme on a dit, fond bombé, soudé, solidaire de la boîte, de la chambre de distribution, contrairement à ce qu'il y a ici. Donc pour pouvoir nettoyer, il faudra enlever tout ça, donc c'est très difficile. On préfère, donc c'est pour ça que vous comprendrez qu'on préférera, je vais le dire dans un instant, la boîte de type A. La plaque tubulaire est prise en sandwich entre les deux brides, la bride de la boîte avant et celle de la calandre. Et l'équivalent, c'est la boîte de type M, la boîte arrière de type M, toujours fond bombé, mais vous le voyez,
la plaque tubulaire est solidaire de la calandre et elle est directement boulonnée à la boîte M. Et enfin, c'est qu'on a vu la séance précédente, c'est-à-dire hier, la C et la N. La C où la calandre était amovible et on venait boulonner cet ensemble-là ici sur la calandre et où la plaque tubulaire avec la chambre de distribution forment même ensemble puisqu'elles sont solidaires, elles sont soudées. Il n'y a que le couvercle plat qui est démontable. En revanche, je l'ai expliqué ici hier, la N, vous avez la chambre de distribution avec la calandre qui forment même ensemble. Il n'y a pas de système de boulonnage ici. Vous l'avez compris, puisqu'il n'y a pas de boulonnage ici avec la plaque de distribution, il n'y a pas de joint, il n'y a aucune possibilité pour qu'il y ait des fuites vers la calandre. Ni là, ni pour la C, ni pour la N. Vous le comprenez, le type C et le type N sont destinés aux fluides dangereux circulant côté tube. Le type C, c'est lorsque nous avons à voir l'état des tubes, l'intérieur des tubes. On peut y accéder en enlevant ceci et en enlevant le couvercle là, puisqu'on peut, à l'aide d'un système de boulonnage, retirer les couvercles. Alors, ce qu'on peut dire également, le type A, puisque le couvercle est démontable, est adaptable au fluide sale encrassant. En revanche, le type B, vous le voyez, le couvercle est solidaire de la chambre. Donc les types B sont plutôt destinés pour les fluides propres, côté tube, pour les fluides propres côté tube. Mais généralement, on préférera toujours utiliser A, puisqu'elle est adaptée aux fluides encrassants, et ça nous permet également d'aller vérifier l'état des tubes rapidement, très facilement, en comparaison avec le système B. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion? Les boîtes arrière de type L, M et N sont utilisées lorsque nous n'avons pas de dilatation. Rappelez-vous, s'il y a dilatation des tubes à cause d'une grande différence de température, il va y avoir des contraintes mécaniques qui risquent de détériorer la calandre et toutes les soudures. Donc là, quand il y a de forts gradients de température, il faut opter pour la solution que nous avons vue avant le confinement, c'est-à-dire la tête flottante et le tube en U. Continuons et allons voir maintenant ce qu'on ne connaît pas du tout, ce qu'on n'a pas encore vu, les boîtes qui permettent justement de lutter contre les contraintes mécaniques et pour pouvoir permettre la dilatation des tubes en toute sécurité. Ce sont les boîtes arrière P, S, T et U. Nous ne verrons dans ce cours que la S et la T, la boîte arrière S et la boîte arrière T. Donc je vais les voir de manière un peu plus détaillée. Donc tout ceci, je l'ai déjà dit. Les boîtes arrière L, M et N sont adaptables lorsque vous avez des échangeurs où il n'y a pas de dilatation thermique, c'est-à-dire que vous avez des plaques tubulaires fixes et non pas en mouvement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que vous ayez de grands écarts de température. Je l'ai déjà dit, la L, M et N sont envisagées quand il n'y a pas de dilatation et si le fluide côté calandre est propre, parce qu'on ne peut pas démonter facilement la calandre. Par contre, pour ce qui est de l'écoulement des fluides côté tube, c'est pas très important qu'il soit encrassant ou pas, surtout pour la L et la N, où le couvercle est facilement démontable. Ce n'est pas le cas pour la M, c'est-à-dire et la B, où il n'y a pas de démontage de cette partie-là, qui est complètement soudée à la chambre. Voilà ce que l'on pouvait dire à propos de les boîtes arrière L, M et N. À présent, passons aux boîtes qui vont nous servir à lutter contre les contraintes mécaniques, c'est-à-dire pour pouvoir permettre une dilatation en toute sécurité dans la calandre. Alors, nous avons vu
on ne parle plus des ABC et des boîtes arrière LM, M, N. Nous allons à présent voir les P, S, T, et on commence. Donc celle qu'on ne verra pas, celle que je ne vais pas détailler, mais vous pouvez trouver ça sur le net, c'est la P et la W qui comprennent ce qu'on va appeler des garnitures. Par contre, celles qu'on va voir en détail, ce sont deux, la S et la T, et on va voir plus tard la U. Alors commençons par la S. La voici, donc je vous montre toutes les deux. La S, la boîte arrière S, on l'appelle tête flottante. Ça veut dire que s'il y a dilatation, les tubes peuvent se mouvoir librement dans le capot, et donc il n'y aura pas de détérioration de la calandre, c'est-à-dire que les tubes ne vont pas venir percer la calandre. Et la deuxième, vous le voyez ici, c'est la même chose. Vous le voyez, les tubes, lorsqu'ils se dilatent, l'ensemble peut se mouvoir dans ce qu'on appellera le capot. On va voir ça en détail l'une et l'autre, dans les deux cas, dans le cas S et dans le cas T. Commençons par la S. La voici. Alors, rapidement, on le voit, c'est une géométrie nouvelle qui nous fait montrer des petites choses nouvelles aussi. D'abord, vous voyez le couvercle du fond flottant. Il est boulonné à une contre-bride pour maintenir quoi? La plaque tubulaire. Donc, je répète, le couvercle du fond flottant est boulonné à une contre-bride pour maintenir, grâce à deux joints, la plaque tubulaire. Voici la photographie de ce qu'on appelle une contre-bride pour pouvoir boulonner. Donc cette contre-bride, elle est là. Elle vient serrer la plaque tubulaire contre le couvercle flottant. Donc j'espère que vous avez compris, sinon je peux reprendre, si vous me le dites les prochaines fois. Donc la plaque tubulaire, celle où adhèrent les tubes, elle est serrée, comprise entre le fond flottant et la contre-bride. Elle est maintenue grâce à des boulons. Maintenant, donc voici, vous l'avez vu, le boulonnage, il se fait ici à ce niveau-là. Vous maintenez la contre-bride avec le couvercle flottant. Maintenant, regardez bien ce qui se passe pour le couvercle de la calandre. Lui, il est directement boulonné sur la calandre. Donc le couvercle de la calandre, j'ai appelé il y a quelques instants, j'ai appelé ça le capot, le couvercle de la calandre, il est boulonné à la calandre. Le voici. Donc vous l'avez compris, ce système, l'AS, permet une dilatation des tubes, c'est-à-dire qu'il leur offre la possibilité de se dilater dans le couvercle, dans le capot. Il y a donc, vous pouvez monter jusqu'à 500 degrés sans crainte de détérioration de la calandre. Pour pouvoir extraire le faisceau et nettoyer l'extérieur du tube, ça peut se faire en déboulonnant le couvercle de la calandre et le fond flottant. Donc, pour extraire le faisceau, cela peut se faire, mais après démontage, après déboulonnage du fond de la calandre et également de la tête flottante. Et vous retirez complètement le faisceau de tube qui est bien sûr solidaire ici de la plaque tubulaire fixe. La plaque ici, elle est fixe. Donc vous retirez l'ensemble, mais il faut au préalable retirer le couvercle et la plaque tubulaire. Donc c'est un peu délicat parce que ça ne peut pas passer directement comme ceci. Vous voyez, le diamètre du couvercle de la calandre est légèrement supérieur au diamètre de la calandre.
Bien voilà ce que l'on pouvait dire pour ce qui est des avantages. Le reste, vous le voyez vous-même. Les inconvénients, il y a un inconvénient majeur. Vous l'avez compris, pour pouvoir serrer la contrebride, pardon, pour pouvoir serrer la plaque tubulaire à la contrebride et au couvercle flottant, il faut des joints. Ça voudrait dire que si ce n'est pas bien serré ou bien si le joint devient défectueux, il va y avoir des fuites que l'on ne pourra pas détecter. Pourquoi? Parce que les fuites s'effectueront dans la calandre. Et si le liquide circulant dans les tubes il est dangereux, vous allez contaminer le fluide qui circule dans la calandre. Si c'est de l'eau pour refroidir, cette eau, quand elle va être évacuée vers le caniveau, elle va polluer les nappes phréatiques. Donc il y a un risque de fuite invisible. Voilà ce que l'on pouvait dire un peu à propos des avantages et des inconvénients de la calandre de type S. Il y a un dernier avantage qu'on verra plus tard quand on comparera avec la T, avec la calandre T. Je le laisse pour tout à l'heure. Donc j'ai dit qu'il était un peu difficile de retirer le faisceau parce qu'il faut retirer deux grosses pièces, le couvercle de la calandre et celui du fond flottant. Donc maintenant regardons attentivement une géométrie. Alors je ne l'ai pas dit, mais cette solution de la contrebride, elle coûte cher par rapport à ce qu'on va voir et ce qui va venir après. Donc regardez attentivement maintenant la calandre de type T. Vous le voyez, le fond de calandre, il est boulonné à la calandre, comme tout à l'heure, mais contrairement à tout à l'heure, le fond flottant n'est pas retenu à une contrebride, il est directement boulonné à la plaque tubulaire. Ceci veut dire que la contrebride a été retirée, donc il va y avoir la contrebride qui est retirée et le joint. Ça permet de faire des économies, et donc vous l'avez compris, la T est moins chère que la S. Donc voilà, comme je l'ai dit, le couvercle flottant est directement boulonné à la plaque tubulaire. En revanche, comme tout à l'heure, le couvercle de la calandre, il est boulonné sur la calandre directement. Donc les avantages par rapport à S, le premier c'est que, bon, vous l'avez compris, il n'y a pas de joint ici de ce côté-là, il n'y a pas la contrebride, donc ça va coûter moins cher. Donc le problème de la contrebride est éliminé. L'extraction du faisceau, on peut extraire le faisceau sans démonter le couvercle. Vous retirez tout ça puisque ça passe, vous le remarquez. Le diamètre du capot est exactement égal au diamètre de la calandre, donc vous pouvez retirer l'ensemble. Mais ce que vous devez voir maintenant, c'est le jeu, l'espace laissé entre les tubes et la calandre, et le diamètre de la calandre. Regardez ici l'espace, et vous verrez tout à l'heure quand je ferai une comparaison avec la S, vous verrez que ce n'est pas du tout le même. Donc voilà ce qu'on pouvait dire à propos de la S. On va maintenant comparer les deux, parce qu'il est dit ici, l'inconvénient majeur, c'est que pour un même diamètre de calandre, il est impossible de loger autant de tubes qu'en S. Alors ça paraît un peu flou, je vais vous expliquer à travers la dernière diapo qui arrive. Regardez bien, la S la voici, et la T la voilà. Le jeu entre le faisceau et la calandre, il est très grand pour pouvoir permettre le coulissement de l'ensemble, puisque nous avons retiré la contrebride. En revanche, ici, c'est le capot qui a un diamètre légèrement supérieur à celui de la calandre, ce qui fait que vous pouvez loger et occuper presque entièrement tout le diamètre de la calandre. Et donc, on va mettre beaucoup plus de tubes, donc la surface va être plus grande ici, c'est-à-dire dans la S, en comparaison avec la boîte arrière T. Voilà ce que l'on pouvait dire à propos des boîtes arrière. Nous avons vu la boîte L, la boîte M, la boîte N, la boîte S et la boîte T. Il nous reste une dernière boîte à voir. Nous ne verrons pas la boîte P, nous ne verrons pas la boîte W. Et nous allons directement aller maintenant à la boîte arrière de type U. La voici, c'est la solution la moins coûteuse. C'est la solution la moins coûteuse. Elle consiste à cintrer
à cintrer grâce à ce qu'on appelle une cintreuse. J'en avais parlé des séances précédentes, à cintrer les tubes quand cela est possible, mais quand ils sont non cintrables, c'est-à-dire ils sont épais, leur diamètre et l'épaisseur du matériau est très grande, on ne peut pas les cintrer, donc on va mettre quoi? On va mettre des coudes pour relier deux tubes. Alors, les avantages, c'est le coût faible, ça ne nécessite qu'une seule plaque tubulaire fixe. Le fond de calandre peut être bombé ou carrément soudé. Il n'y a pas de joint du côté du fond, donc il n'y a pas de fuite qui risque de se produire là. Les pressions sont très importantes, on peut aller jusqu'à 200 bars. Et la dilatation peut se faire le plus naturellement possible dans le capot. Les inconvénients, on en a déjà parlé, ça fait quelques séances, c'est le nettoyage des tubes, en particulier de cette région-là, celle qui est cintrée. Malgré les progrès qui ont été accomplis, tels que munir une extrémité flexible d'une turbine pour pouvoir rentrer ici dans la partie cintrée et nettoyer, ça reste quand même un nettoyage mécanique très difficile. Le nettoyage ne peut se faire que par voie chimique. C'est pour cela qu'on privilégie l'écoulement dans les tubes d'un fluide propre dans le cas de le tube en U, c'est-à-dire de la boîte arrière de type T. Et également, quand on veut retirer le faisceau, il est très difficile d'aller nettoyer les tubes les plus intérieurs. On peut peut-être nettoyer extérieurement, mais ceux qui sont à l'intérieur, même par voie chimique, il est difficile de les nettoyer. Donc vous l'avez compris, il va y avoir des problèmes de nettoyage aussi bien à l'intérieur des tubes qu'à l'extérieur des tubes. Donc nous avons pour pouvoir pallier au problème de la dilatation thermique deux solutions, soit la tête flottante, soit le tube en U. Voilà. Il restait, comme je vous l'ai dit, la boîte P et la boîte W, mais également la boîte D que je n'ai pas présentée, que je ne présenterai pas dans ce cours, mais que vous pouvez vous-même aller vous renseigner sur le net du principe de fonctionnement de ces têtes. Donc elles ne feront pas partie de ce programme. Voilà, j'espère que ça a été clair. Là, je vous ai juste montré la P et la W, les dernières boîtes que je n'ai pas présentées lors de cette présentation. Voilà, la prochaine fois, nous verrons des exemples de circulation où vous aurez plusieurs fois des erreurs qui seraient commises et à chaque fois on essaiera de retrouver ces erreurs pour pouvoir rapidement, juste au vu de l'échangeur, deviner son mode de fonctionnement et savoir de combien de passes il comporte côté calandre et côté tube. Voilà, j'espère que ça a été clair. Ceci est donc la deuxième et dernière partie de la troisième séance. La séance prochaine, ça sera la quatrième. Elle sera subdivisée en une ou deux séances, je ne sais pas, en deux ou trois séances, je vais voir. Bon courage et à très bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.